Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vie de famille, l'émission des allocations familiales. Vous vous sentez parfois désemparé face à la crise de l'un de vos enfants. Il vous arrive de crier parfois le soir en rentrant chez vous, notamment après une journée de travail difficile. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls parents dans ce cas et il existe des solutions pour gérer les situations de conflit autrement, notamment avec les méthodes de l'éducation bienveillante. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette émission. Au sommaire, nous nous intéresserons tout d'abord aux dernières découvertes des neurosciences qui permettent aujourd'hui de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau des enfants. Nous irons également à la rencontre de parents qui ont décidé de se former à des solutions alternatives. Et puis enfin, nous verrons également que les professionnels de la petite enfance sont engagés dans cette démarche d'éducation bienveillante. Un joli programme donc pour ce numéro, le tout enrichi par les réflexions et les analyses de nos deux invités. On a de la chance, on a deux Catherine aujourd'hui sur notre plateau. Tout d'abord, Catherine Guéguin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, vous êtes pédiatre, spécialisée entre autres dans le soutien aux parents et en communication non violente. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la thématique de l'éducation bienveillante et notamment ce livre, Vivre heureux avec son enfant. On reviendra justement sur le contenu de ce livre et notamment les découvertes des neurosciences qui permettent, je le disais, de mieux comprendre le cerveau des enfants. Et puis sur notre plateau, je le disais, une autre Catherine Schmider, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes formatrice certifiée en communication non violente, cofondatrice et coordinatrice de l'association Déclic CNV et Éducation, association qui œuvre pour faire connaître et rendre accessible la communication non violente. Un grand merci à toutes les deux. Docteur Catherine Guéguin, on va commencer avec vous. Je le disais en introduction, les neurosciences ont fait de nombreux progrès ces dernières années et elles permettent aujourd'hui de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau des enfants sans être trop technique et trop scientifique. Qu'avons-nous appris de nouveau avec ces découvertes ? Nous avons appris beaucoup de choses. Ces chercheurs nous disent d'abord, même si ça paraît étonnant, qu'est-ce qu'il faut pour que l'enfant et son cerveau se développent bien ? Eh bien, c'est une relation bienveillante, c'est-à-dire veiller à ce que l'enfant se sente bien, empathique, c'est-à-dire vraiment comprendre ce que vit l'enfant, ses émotions, et ensuite soutenante, encourageante et aimante, bien entendu. Ils nous disent aussi que le cerveau de l'enfant est très malléable et que toutes les relations que l'enfant va vivre va modifier en profondeur le cerveau de l'enfant. Aussi bien son cerveau intellectuel qui nous permet de penser, de réfléchir, de mémoriser et d'apprendre, et le cerveau affectif qui nous met en relation avec les autres. En quoi est-ce vraiment une révolution, ces découvertes ? Alors, c'est une révolution. Pourquoi ? Parce que les parents pensent qu'il faut éduquer l'enfant, mais c'est-à-dire dans l'éducation, il faut le dresser. Et pourquoi ? La petite enfance, c'est quelque chose de très difficile pour le petit et pour les parents, parce que le petit, jusqu'à 5 ans, est soumis à des tempêtes émotionnelles. C'est-à-dire qu'il ne gère pas du tout ses émotions. Donc ça va être très compliqué. Et les parents sont souvent dépassés quand ils voient leur enfant se rouler par terre, taper, faire des grandes colères, hurler. Ils se disent, mais il faut que je le corrige. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce que nous disent ces recherches ? Que dès qu'on va l'humilier verbalement ou physiquement, on va empêcher la bonne maturation du cerveau. Donc c'est une vraie révolution de comprendre ça. On ne le savait pas avant. Alors les brimades, les punitions, les fessées, les gifles, ça, c'est un terme qui est regroupé donc sous cette appellation, les violences éducatives ordinaires. Mais concrètement, comment sont perçues ces violences éducatives ordinaires par les parents et leurs enfants ? C'est la question que nous sommes allés poser aux habitués du café Zoïde, un lieu atypique à Paris et qui propose de nombreuses activités d'éveil pour les plus jeunes. Regardez. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, la violence éducative ordinaire ? On peut dire que c'est la fessée. Moi, je trouve ça pas très encourageant pour l'enfant. En plus, s'il apprend qu'il se fait taper après avoir fait une bêtise, déjà, ça lui apprend rien. Ça lui fait mal, mais après, ça part. Alors que quand on le parle, on l'insulte, ça reste toute la vie dans la tête. Pour moi, la violence éducative ordinaire, elle est beaucoup aujourd'hui dans la parole. Je pense qu'on la pratique tous sans forcément s'en rendre compte. Et on s'en rend surtout compte quand on voit nos enfants se comporter d'une certaine manière qui peut nous paraître agressive, voire violente, alors qu'en fait, ils ne sont que dans l'imitation de ce qu'on fait. Faut moins créer sur les enfants, faut leur parler avec douceur. Et les enfants, faut juste écouter les parents. Et ça va marcher.
Alors on a entendu beaucoup de choses dans ce magnéto. Catherine Schmiller, une réaction à ce qu'on vient d'entendre, à ce témoignage? Oui, j'ai aimé la notion que... Alors les coups, ça fait mal, c'est sûr, et les mots, ça peut faire encore plus mal et laisser des traces très longtemps. Voilà, c'est une chose qu'on ne mesure pas. C'est comme si les mots s'inscrivaient à l'intérieur de nous. On a entendu aussi un papa qui disait que les violences éducatives ordinaires, c'était principalement la fessée. Que désigne-t-on vraiment par cette appellation violence éducative ordinaire, docteur Guéguin? Alors la violence éducative ordinaire, c'est quoi? C'est toute violence verbale, psychologique, physique, qui est donnée dans le but d'éduquer les enfants. C'est-à-dire que les parents, ils veulent toujours bien faire. Et ils pensent que justement, en les humiliant verbalement ou physiquement, les enfants vont bien se comporter et réussir à l'école. Alors que maintenant, les recherches montrent que c'est le contraire. C'est extrêmement important. Ce qu'on appelle la maltraitance émotionnelle, c'est tout ce qui va dévaloriser l'enfant, le rabaisser, le critiquer, le punir, lui faire peur, l'isoler, le rejeter. Tout ça, c'est de la maltraitance émotionnelle et qui abîme en profondeur le cerveau. Ce que vous dites quand même, c'est une révolution parce que ces pratiques sont tolérées et par les parents et aussi par ce qu'on va appeler la communauté éducative, les enseignants. Alors pourquoi on tolère aujourd'hui ces violences éducatives ordinaires? Pour plusieurs raisons. Parce qu'on ne connaissait pas avant les conséquences. C'est-à-dire que maintenant, on sait que ces conséquences sont très importantes. Elles donnent des troubles du comportement. Les enfants, soit ils deviennent anxieux, déprimés, soit agressifs. Ça donne des problèmes d'apprentissage, ça donne des problèmes de santé physique. Ça abîme vraiment, vraiment le cerveau. Alors, même avec ces progrès, où se situe la France par rapport à la lutte contre ces violences faites envers les enfants? Malheureusement, la loi qui avait été votée le 22 décembre 2016 a été censurée par le Conseil constitutionnel. Pour moi... Alors juste pour rappeler, donc c'est l'inscription dans la loi égalité et citoyenneté, le refus des violences corporelles des parents envers les enfants, violences telles que la fessée. Donc ça a été refusé par le Conseil constitutionnel. Dans la loi, il y avait aussi bien les humiliations verbales, psychologiques que physiques. Donc c'était une loi très intéressante. Et malheureusement, le Conseil constitutionnel l'a censurée. Pour moi, c'est un scandale. Est-ce qu'il ne faut pas considérer nos enfants comme égaux vis-à-vis des adultes, avoir autant de respect pour eux? La France est en retard par rapport à d'autres pays européens? Elle est extrêmement en retard. À l'heure actuelle, il y a 51 pays dans le monde qui ont une loi. Donc nous sommes les pays des droits de l'homme et nous ne sommes pas encore les pays des droits de l'enfant. Alors on va faire une petite pause pour mieux comprendre justement ce qu'on appelle ces violences éducatives ordinaires. Eh bien on va voir un petit résumé en images grâce à la Minute Récaf. Regardez. Correction ou punition. Contrairement à la maltraitance ou à la violence criminelle, la violence éducative ordinaire est communément admise, à tort, car elle fait partie de l'éducation. Cette violence prend plusieurs formes. Gifler, fesser, tirer l'oreille, secouer, mais la violence ordinaire est également verbale et psychologique. Menaces, chantage, cris, humiliation, injures. La violence éducative ordinaire est trop fréquente. Près de 3 parents sur 4 confessent avoir déjà frappé leur enfant pour se faire obéir ou le punir. Mais elle peut aussi avoir lieu à l'école. Si cette violence semble régler le problème sur le moment, le stress qu'elle provoque engendre des effets désastreux. Un enfant ne pouvant pas fuir devant ses parents, les coups et les cris entraînent la sidération et l'arrêt de l'action. La peur crée alors des bouleversements dans son organisme qui pourront avoir des conséquences irréversibles sur son cerveau, encore en plein développement. Des études démontrent que cela rejaillira dans sa vie d'adulte en favorisant les risques de cancer, troubles cardiaques, asthme, surpoids, dépression. En Suède, où les châtiments corporels sont abolis depuis 1979, on constate une baisse de 21% du nombre de jeunes de 15 à 17 ans condamnés pour vol et que 87% des enfants n'ont jamais été frappés. Alors, pour que nos enfants grandissent sereinement, gardons à l'esprit qu'une éducation bienveillante, c'est une éducation sans violence. Une éducation bienveillante, c'est une éducation sans violence. On l'a vu dans la Minute Récaf. On a bien compris les dégâts que peuvent causer ces violences, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, sur la santé et le cerveau des enfants. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes pour faire autrement, pour aborder les situations difficiles, sans crier, en évitant les crises. Alors avant de voir précisément avec nos invités en quoi ces méthodes consistent, que veut dire l'éducation bienveillante pour parents et enfants? C'est la question que nous avons également posée aux habitués du Café Zoïde à Paris. Regardez. Qu'est-ce que
cela signifie pour vous, l'éducation bienveillante? Pour moi, c'est dans la mouvance de Françoise Dolto. C'est l'évolution de ne pas dire non aux enfants, de leur proposer plutôt des challenges positifs, de les amener à réfléchir par eux-mêmes plutôt que d'être sous la contrainte. Il faut faire attention à l'enfant. C'est-à-dire, par exemple, faut pas l'insulter, faut pas le brusquer. C'est vraiment éviter d'humilier les enfants, les comparer. Voilà, t'es plus un bébé, par exemple. C'est des formules où je suis très attentif. On est là pour accompagner les enfants, pour leur apprendre des choses, les aider, les aimer, mais ne jamais les dominer. Voilà. Laisser les enfants s'épanouir, déjà, tout simplement, et les laisser toucher ce qu'ils ont envie de toucher, sans être tout le temps derrière eux, même si j'ai du mal. Moi, j'ai encore du mal. Accompagner les enfants, les aimer, ne jamais les dominer. L'une des mamans qu'on vient d'entendre résume-t-elle bien la philosophie de l'éducation bienveillante, Catherine Schmider? Oui, je partage cet aspect-là, d'accompagner l'enfant. En fait, ce n'est pas éduquer dans le sens de dresser un enfant, c'est accompagner l'épanouissement d'un enfant. Pour moi, un enfant, c'est comme une fleur. Il a déjà tout son propre épanouissement à l'intérieur et on a à être des bons jardiniers qui accompagnent, en fait. Voilà, je voudrais reprendre une chose qui m'a gênée, par contre, c'est le fait de ne pas dire non à l'enfant. Et c'est important de le poser. On peut dire non à l'enfant avec l'éducation bienveillante? Oui, et c'est très important. Ne pas dire non, c'est aussi une autre forme de violence. Et en fait, on va voir avec la communication non violente, l'idée c'est de prendre en compte les besoins de l'enfant et aussi les besoins de l'adulte. Et à un moment, on va être amené à dire non, mais d'une manière qui est respectueuse. Alors Catherine Schmider, je dis en introduction, vous êtes formatrice certifiée en communication non violente. Alors en quoi consiste cette méthode? Alors c'est une approche globale de compréhension de notre fonctionnement d'être humain et de comprendre que, comme tout ce qui est vivant, nous avons des besoins, comme les besoins physiologiques, boire, manger, dormir, respirer, etc. Mais pas que. On est des êtres de relation, on a énormément de besoins de relation, communication, respect, attention, douceur, tendresse, etc. On a un énorme besoin central qui est l'estime de soi. Chacun de nous, on a besoin de savoir qu'on a une valeur. Et on a besoin de se réaliser, d'être autonome, libre, de créer, d'apprendre. Et on a aussi des grandes aspirations comme la paix, l'harmonie. Voilà. Et la communication non violente, elle se place où dans tout ça? Eh ben, quand nous avons des émotions agréables, ça nous dit que ce qui est en train de se passer est en train de bien prendre soin de la vie en nous. Et quand nous avons des émotions désagréables, c'est des très bons indicateurs de nous dire « Ah, il y a un besoin important pour toi là qui n'est pas pris en compte ». Et ça va nous permettre du coup, au lieu de parler sur... Par exemple, quand j'ai une émotion désagréable, au lieu de croire que c'est la faute de mon enfant et de dire « mais t'es vraiment insupportable », je regarde ce qu'il a fait, comment je me sens et qu'est-ce que ça touche comme besoin chez moi et je vais pouvoir parler à partir de moi. Quand je te vois là frapper ta sœur, là ça me met hors de moi parce que pour moi c'est très important de se respecter et je ne laisserai personne frapper un autre. Par contre, je suis prête à être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe pour toi. De comprendre pourquoi il frappe sa sœur, par exemple. Voilà, et d'être à l'écoute, c'est là où c'est l'écoute empathique, on va accueillir ce qui se passait pour lui, et ça va amener de la paix. Gérer ses émotions et celles de ses enfants, mettre en place des règles pour qu'elles soient respectées, favoriser l'autonomie, la confiance et l'estime de soi, c'est à la portée de tous grâce à des ateliers. La preuve avec ses parents qui se sont engagés dans une série de 8 ateliers de formation. Au programme, mise en scène, échange d'expériences et de bonnes pratiques. Reportage. Comment gérer les pleurs et les colères de son enfant? Comment poser des limites avec bienveillance? Comment retrouver la joie de vivre en famille? Céline Gagnepin, consultante en parentalité, accompagne des parents en quête de solutions alternatives lors d'un cycle de 8 demi-journées d'ateliers. Le cycle Vivre et grandir ensemble. Ravie. Bonjour. Marianne. Bonjour Marianne. Bienvenue. Aujourd'hui, Céline accueille 5 mamans et un papa. La question qui me préoccupe le plus, c'est comment accompagner ma fille dans ses colères. Surtout des situations où c'est en public. Mon enfant m'a jeté un bol de chocolat à la figure comme ça, au moment d'un moment joyeux et heureux. Sauf qu'à ce moment-là, moi, j'avais pas du tout prévu de me changer, d'avoir tous mes habits dégueux, je suis pas chez moi en plus. Donc voilà comment je gère sa frustration et la mienne qui va se mettre par-dessus. C'était un peu plus simple quand j'avais qu'un seul enfant. Du coup, je cherche plein de petites astuces pour pouvoir, quand j'ai les deux, gérer au mieux en fait les frustrations de mes 2 garçons. Céline propose un jeu de rôle sur un thème bien connu et désarçonnant pour tout parent, la crise au supermarché. Maman, regarde, il y a les bonbons. J'aimerais vraiment beaucoup avoir ce paquet de bonbons parce que j'aimerais faire ça avec mon copain Yannis. Oui. Écoute, regarde, sur la liste, j'ai pas marqué les bonbons. Alors du coup... c'est pas grave, t'as 10 sous dans le porte-monnaie. Oui, c'est vrai, mais... Moi, je les veux très fort, les bonbons.
Mais j'ai pas marqué les bonbons sur la liste. Et on a les tomates à aller chercher. Tu sais où sont les tomates? Mais c'est pas bon. Dans le c'est supermarché. pas les tomates. Quand l'enfant il pète vraiment un câble et qu'il nous fait une grosse crise, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas anticipé la situation? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas su écouter? Ou est-ce que ça arrive tout simplement? C'est des situations qui sont difficiles pour les parents, surtout quand elles ont lieu en public. Eh bien, le fait de savoir ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, de savoir que c'est normal, que tous les enfants vivent ça, et que l'enfant est en souffrance quand il vit ça et qu'il n'est pas en train de faire un caprice, eh bien, ça change le regard qu'on porte sur son enfant. Et là, on comprend qu'on a besoin de l'aider et pas de le punir. Moi, je le laisserais décharger, mais peut-être le sortir du magasin. Voilà, tenter le câlin et ensuite parler de la crise qui vient de se produire. Tout au long de cet atelier, les parents expérimentent d'autres situations afin de prendre conscience de l'importance de l'écoute attentive. Le secret d'une éducation bienveillante selon Céline. Parfois, nos enfants, eh bien, ils demandent de l'attention et on ne perçoit pas toujours le moment où c'est important de partager et d'être disponible et attentif à eux. Les parents s'échangent aussi des ressources pour retrouver une énergie positive dans les moments difficiles. Donc je vais vous donner un petit papier sur lequel je vous invite à indiquer quelque chose qui va vous faire du bien et vous ressourcer. Moi, j'ai les je t'aime de mes enfants. Le parent doit donner quelque chose qu'il n'a pas reçu souvent, parce qu'on est très très rare à avoir été élevé totalement dans la bienveillance, puisque c'est une question de société aujourd'hui. Et donc forcément, c'est très très difficile pour le parent. Avec quoi vous avez l'impression que vous allez pouvoir partir? Moi, déjà, je vais repartir de cet atelier un peu plus apaisé qu'en arrivant. Peut-être de faire des moments où j'explique à mon enfant que je suis vraiment disponible pour l'écouter, parce que j'ai un peu de mal à le faire. Je suis une maman qui a tendance à culpabiliser. Est-ce que ce que je fais est bien? Ils ont une vie émotionnelle qui leur est propre aussi, et accueillir tout ce qui se passe, les bons comme les mauvaises, les bonnes comme les mauvaises émotions en fait. Le fait de l'élever dans la bienveillance, ça va développer son empathie. Et si on prend le pari de développer cette empathie à travers nos enfants, eh bien on peut aussi prendre le pari de changer la société pour demain. Changer la société de demain avec l'éducation bienveillante, un beau pari et une belle conclusion pour ce reportage. Alors on peut se faire aider, notamment par vous, Catherine. Et alors, vous êtes venue justement avec pas mal d'outils qui peuvent peut-être aider les parents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous nous avez ramené ? Alors j'ai ramené, voilà, par exemple, ça c'est pour apprendre à reconnaître les émotions, des smileys. On apprend à reconnaître déjà nos propres émotions en tant qu'adulte. Et puis ça c'est une personne qui est en charge d'éducation qui a réalisé ça pour s'en servir aussi avec les enfants dont elle s'occupe. Parce qu'on peut apprendre aussi très tôt aux enfants à reconnaître leurs propres émotions. Et s'ils peuvent les dire, ça évite que ça s'exprime d'une autre manière, sous la forme d'une crise. Et puis il y a aussi comment reconnaître nos besoins. Voilà, on peut imager les besoins. Donc là, on a les besoins physiologiques de base et puis des besoins de relation, être réconforté, protégé, avoir des câlins. J'aime bien, moi, montrer que les émotions, c'est comme des ballons qui se gonflent à l'intérieur de nous. Et on peut avoir des ballons de toutes les couleurs qui se gonflent et des ballons plus ou moins gros. Et voilà, et on est là avec notre émotion. Et l'enfant, il est avec son émotion. On ne peut pas rester comme ça avec nos émotions qui nous encombrent. Et l'écoute empathique, ça permet vraiment d'accueillir. Ah, tu es déçu. Et tout de suite, ça fait du bien. Ah oui, tu es déçu parce que là... On dégonfle le ballon avec l'écoute. Voilà, c'est ça. Et finalement, et avec les enfants petits, c'est assez magique parce que dès que l'enfant, son émotion est entendue, pouf, le problème est résolu et hop, il repart, il se remet à jouer et ça va très très vite. Alors que si on n'écoute pas, au contraire, ça regonfle le ballon. Un peu plus. Alors il y a aussi des règles auxquelles on est soumis, et puis également les enfants sont soumis, comme par exemple devoir se lever le matin pour aller à l'école. Comment faire pour se faire obéir? Parce qu'il y a aussi le quotidien à gérer. Est-ce qu'il existe des termes magiques? Catherine Schmider, on attend beaucoup de vous sur cette réponse. Je vais vous décevoir, il n'y a pas de terme magique. Ah mince, Par contre, pour moi, c'est vraiment une attitude de fond. Et qu'avant les paroles, c'est... Parce que si on est dans « il faut se lever », mais ça fait envie à personne, les « il faut ». Il faut, ça nous fait ça. Et comment donner du sens? Et par exemple, il faut aller se lever pour aller à l'école ou au travail. Si déjà le parent lui-même, il est dans je vais au travail en voyant le sens que ça a et que quand je rentre à la maison, je raconte
aussi ce qui est agréable dans mon travail, pas que ce qui ne va pas. C'est des bases où l'enfant, il sent qu'il y a une énergie de joie. Et quand on lève le matin, est-ce qu'on va être dans un accueil? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce qu'on y va en douceur? Là, ça vaut le coup de se lever. Et du coup, les choses ont du sens. Voilà. Pour moi, ça commence plutôt là. Les mots, ensuite, c'est quelque chose en plus. Et si mon enfant me dit « Ah non, j'irai plus jamais à l'école », eh ben, plus c'est intense la manière dont il dit, plus ça veut dire qu'il y a une émotion importante, qu'il a touché un besoin important. Et si je me mets en écoute empathique et je lâche l'objectif que je veux absolument qu'il aille à l'école, mais que je me mets en lien, je vais écouter « Oh là là, t'as pas l'air motivé ce matin. Ah non, parce que le maire, c'est un con !» Je vais pas lui dire « Ah non, tu me parles pas comme ça, hein ?» Non, je vais entendre, dans l'intensité de ces mots, j'entends qu'il a été très touché. Et j'écoute et je lui dis « Oh là là, il s'est passé quelque chose avec le maître, t'as pas aimé. Oui, tu te rends compte, il a dit devant tout le monde, ne faites pas la même erreur que David. Tu te rends compte, j'ai eu la honte devant tout le monde. Ah, et j'accueille encore l'émotion. Vous voyez le ballon qui se dégonfle tout doucement. T'étais très mal à l'aise devant tes copains. Oui, ça se fait pas de dire ça devant les copains. Ah ouais, t'étais très très mal à l'aise. Tu voudrais vraiment qu'on ait une bonne image de toi. Oui. Et ça se dégonfle. Alors, du coup, ça demande quand même beaucoup d'énergie pour les parents. Comment faire dans le quotidien que peuvent avoir tous les parents, j'imagine, une bonne majorité des parents qui nous regardent? Quand on a appris à parler de soi ou à écouter avec empathie de manière c'est devenu naturel, en fait, ça ne nous consomme pas beaucoup d'énergie et ça développe un climat d'harmonie qui, au contraire, nous en donne. Et en même temps, néanmoins, je veux quand même... c'est pas évident de s'occuper des enfants, c'est passionnant et épuisant. Et c'est important de prendre soin de soi. Il y avait dans la vidéo, comment prendre soin de soi? Ça, c'est important aussi. Et d'avoir des espaces, du coup, où on peut parler et être écouté. Je crois qu'on ne nous dit pas assez ça, que c'est pas facile d'être parent et qu'on a besoin de ce soutien-là. Est-ce qu'il y a quand même une blacklist de choses à ne pas faire avec un enfant? Les menaces... Voilà, le juger, lui dire, par exemple, pour l'école, « Ah, mais t'es vraiment insupportable, c'est toujours comme ça avec toi. » Le comparer, « Regarde ta petite sœur, au moins, elle fait pas d'histoire pour aller à l'école. » Donc le jugement, la comparaison, le chantage, tout ça, il faut oublier. Oui. Voilà, oui, avec les enfants. Ça suscite de la réaction, de la fermeture. D'accord. Alors, on va voir d'autres règles d'or de l'éducation bienveillante. Mais avant cela, je vous propose notre séance habituelle de questions-réponses de parents. Comme à chaque émission, des internautes nous ont posé des questions, puis on va tenter d'y répondre ensemble en plateau. On va commencer par Stéphanie, maman de 2 enfants. Regardez. Bonjour, j'ai une question. Donc, quand on est à bout, qu'on est dépassé et qu'on a envie de crier, comment ne pas faire pour exploser devant l'enfant? Ce que je disais, le quotidien est difficile. On le voit avec Stéphanie. Qu'est-ce qu'on peut répondre concrètement à Stéphanie pour essayer de ne pas exploser avec ses enfants? Le fait vraiment de demander du soutien, de pouvoir aller dans des groupes de parole, des groupes de parents, ça évite que notre vase émotionnel se remplisse et éviter la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce qu'à ce moment-là, c'est trop tard. Et sinon, si vraiment on explose, on a le droit d'exploser, mais parlons de nous. C'est « J'en peux plus, je suis très en colère, je suis très énervée ». Voilà, l'enfant, il voit qu'il y a de l'intensité, mais elle n'est pas contre lui. On lui dit pas « Mais t'es vraiment pénible, t'es vraiment insupportable ». Et en fait, ça touche son humanité. Il voit que l'adulte a des limites. Alors, on va écouter une autre question, celle d'un papa, Pierre, qui est donc papa, lui, de 3 enfants. Oui, bonjour messieurs, dames. C'est juste une question de Pierre Saint-Germain-en-Laye. Petit, moi j'ai reçu des fessées, donc je m'en porte plutôt pas si mal que ça, j'ai pas de séquelles. Donc j'aimerais juste savoir si en ce moment c'est pas un effet de mode et qu'on n'exagère pas un peu à la portée de ces gestes. Merci. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qu'une bonne fessée ne ferait pas de mal à un enfant, notamment quand elle est donnée pour l'éduquer. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop sur la fessée, docteur Catherine Guéguin? On a la chance de progresser. Et disons qu'actuellement, on sait des choses qu'on ne savait pas avant. Maintenant, il y a plein d'études sur les conséquences des fessées. Et on sait que recevoir des fessées régulièrement, ça a des conséquences très importantes. Ça donne des troubles du comportement, toujours de l'agressivité. Est-ce que nous avons envie que nos enfants deviennent agressifs? Est-ce qu'on a envie qu'ils apprennent la violence? La violence entraîne la violence, c'est ce que vous nous dites. Voilà. La violence se aussi transmet, elle s'apprend. On sait qu'un enfant élevé avec empathie va devenir empathique. Alors on l'a vu tout à l'heure, des parents se forment aux méthodes d'éducation bienveillante, mais ce ne sont pas les seuls. Les professionnels de la petite enfance sont de plus en plus nombreux à s'engager dans cette démarche. C'est le cas des salariés de cette crèche près de Lille, où s'est rendue notre journaliste Jessica Decap. Reportage. Je vais à la rencontre de Corinne David, co-directrice de la crèche Contine à Lambersart dans le Nord. Bonjour Corinne. Jessica.
La crèche accueille une vingtaine d'enfants de 3 mois à 3 ans. Sa particularité, Corinne et ses collègues s'inspirent de plusieurs pédagogies qui placent l'éducation et la communication bienveillante au cœur de leurs échanges avec les tout-petits. Un savoir-faire qui est devenu, avec des années d'expérience, un savoir-être, un langage naturel pour ces professionnels. Concrètement, comment est-ce que cela se traduit auprès des enfants? Un enfant qui va grimper sur une table chez lui ou escalader un meuble de cuisine, on va pas lui dire ce que j'aurais pu dire aussi avant, bah non, c'est pas possible. On va vraiment regarder en fait lui son besoin à ce moment-là. On va lui dire ah bah t'as envie de grimper, je vois, mais là c'est pas possible. Mais il y a le toboggan si t'as envie de grimper. Le mot attention qu'on va éviter en fait fortement dans la structure, on va lui dire ah attention tu vas tomber parce qu'on met déjà le danger. On va lui dire, regarde, en fait, devant toi, il y a le vide. Regarde, prendre soin de toi. Prends soin de toi, Youssef. Prends soin de toi. Un enfant qui tombe, on peut entendre souvent, oh, allez, relève-toi, c'est pas grave. C'est quelque chose qu'on dit pas, en fait, dans la structure. En fait. Et pourquoi? Lui dire, c'est pas grave, c'est nier à ce moment-là, en fait, son émotion. C'était renversant, Joséphine. T'as voulu monter le petit rebord et du coup t'as basculé en arrière. Et t'es surprise? Les repas sont aussi l'occasion de valoriser l'enfant en nourrissant une relation de proximité. Ici, les plus grands mangent par petits groupes de 2 ou 3 et les bébés déjeunent sur les genoux de leurs accueillantes, comme à la maison. Je ne pense pas que ça se passe comme ça dans toutes les crèches, mais juste c'est un moment privilégié entre l'adulte et l'enfant. Ce moment-là de partage, tous les deux, le regard, le toucher, la contenance, et voilà. Mais pour que ces modes de communication soient efficaces, il faut aussi associer les parents à l'éducation bienveillante. Salut mon pépère! Barbara, la maman de Nino, en est convaincue. On nous apprend les techniques, on nous donne des outils, des tiroirs qu'on ouvre, voilà, et qui sont très enrichissants pour nous comme pour les enfants. C'est une éducation bien traitante, portée sur l'enfant. C'est un regard encourageant, valorisant, non jugeant. C'est quand même un super beau cadeau. Est-ce qu'ils sont copains, le loup et le chat? Ça, c'est un gros bisou, hein. Oh! Et pour explorer un peu plus ce sujet, vous pouvez retrouver sur notre plateforme des vidéos réalisées par l'association Ensemble pour l'éducation, en partenariat avec l'Observatoire des violences éducatives ordinaires et des CAF, les caisses d'allocation familiale. Ces vidéos font partie d'une série dédiée à l'accompagnement des parents et à la formation des professionnels de l'enfance. Alors on va revenir sur ce reportage. Il y a une séquence, moi, qui m'a un peu marqué, c'est cette petite fille dans son trotteur et qui tombe, la pauvre. Alors l'assistante maternelle, on l'a bien entendu, elle ne lui dit pas « ce n'est rien, c'est pas grave ». Mais au contraire, elle la prend dans ses bras et la rassure. La communication non violente, c'est un vrai langage, on a l'impression. Oui, tout à fait. On dit des fois d'ailleurs, c'est comme apprendre une nouvelle langue parce que ça change tellement nos habitudes. Et pour moi, c'est très important parce qu'il y a un lien direct entre l'écoute empathique et l'estime de soi. Si on dit à un enfant « ce n'est rien », alors que lui, à l'intérieur, il sent bien qu'il y a quelque chose, on est en train de lui dire « tu n'as pas le droit de ressentir ce que tu ressens, tu te trompes ». Et lui, il entend « je n'ai pas le droit d'être qui je suis ». Alors que si on accueille son émotion, il va entendre « j'ai le droit de ressentir ce que je ressens, j'ai le droit d'être qui je suis ». Et en fait, souvent, on voudrait que nos enfants aient confiance en eux, renforcer l'estime de soi en faisant faire plein de choses. Mais en fait, on a une manière gratuite, au quotidien, en accueillant chaque émotion, on renforce l'estime de soi de ses enfants. Moi, il y a quand même une question qui vient en vous écoutant toutes les deux. J'ai l'impression que c'est dur d'être parent maintenant. On va devoir penser à tout ce qu'on dit à ses enfants. Il faut vraiment réfléchir à tout ce qu'on dit avant de s'exprimer à ses enfants. Docteur Guéguin. Vous avez vu comme cette femme réagit avec cet enfant. Ça se fait dans le calme, dans la douceur. C'est remarquable parce que c'est ce que nous disent les chercheurs. Quand un enfant tombe comme ça, cette façon d'accueillir l'émotion de l'enfant, de l'aider à exprimer son émotion, elle lui dit « t'as été surpris ?» et ensuite de le rassurer. Eh bien, ces 3 façons de faire font maturer le cerveau de l'enfant. Donc, vous voyez que ce n'est pas si difficile que ça. Par contre, ça se travaille, ça s'apprend, ça se cultive. Alors dans le reportage, on voit une autre chose. Enfin, on entend la directrice de la crèche qui dit qu'il ne faut pas dire non aux enfants, même quand ils montent sur du mobilier. Alors, du coup, certains pensent qu'il y a une dérive de laxisme avec des enfants rois qui n'ont plus de limites, ni de respect pour les adultes.
Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous avez bien vu que ce qu'elle a dit, ça veut dire que l'enfant a envie de grimper. Donc tu peux aller grimper là où ce n'est pas dangereux et là où je t'autorise. Donc elle n'est pas laxiste. La bienveillance est le contraire du laxisme. La bienveillance, c'est que l'adulte soit un vrai adulte qui transmette des valeurs, un cadre. Il pose aussi les limites, il sait dire non, mais il le fait en comprenant l'enfant, en l'aidant à exprimer ses émotions. Vous voyez, ça n'a strictement rien à voir avec le laxisme. Et est-ce qu'on a quand même des punitions auxquelles on aurait droit en tant que parent? Est-ce qu'il n'y a pas des punitions quand même qui sont bénéfiques? Pour moi, non. Pour vous, non. Même en grandissant, je sais pas, je pense à la console, par exemple, ou au téléphone portable, qui existe maintenant, qui est très répandu chez les enfants. Est-ce que, parfois, de dire, si tu ne fais pas ça, tu seras privé de ta console ou de ton téléphone, ça, on peut pas le faire même à partir d'un certain âge? J'insiste un peu sur la punition, mais je sais que c'est quelque chose qui est très pratiqué par les parents. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Et là me vient un exemple. Je donnais un atelier dans une crèche. Et ça, c'était une maman qui disait, mais elle racontait que justement, tous les soirs, c'était la bagarre avec son fils par rapport à son jeu. Oui, sa console. Voilà, il y en a beaucoup maintenant. Voilà. Et du coup, elle est revenue à l'atelier d'après. Et elle était là. Elle dit, mais c'était incroyable. Je lui ai dit au moment d'aller se coucher, il fait « Ah non !» Et je lui ai dit « Ah, t'es déçu, tu voudrais pouvoir continuer encore à jouer ?» Et là, il m'a regardé, il a posé sa console et il allait se coucher. Ça faisait 2 ans que je me battais tous les soirs et que j'appréhendais l'heure du coucher. En tout cas, vous nous avez donné envie, toutes les deux, de nous engager un peu plus dans l'éducation bienveillante et la communication bienveillante. Alors l'émission touche bientôt à sa fin. En conclusion, s'il y avait un dernier petit conseil qu'on pourrait donner aux parents qui nous regardent, qui parfois sont un peu désemparés, on l'a dit en introduction de cette émission, ce serait lequel? Peut-être vous, docteur Guéguin? Ce que je redirais, c'est que élever un enfant peut être très compliqué, très difficile, et qu'il ne faut pas avoir honte du tout. Il faut chercher de l'aide. Et les ateliers de parents, apprendre à parler de façon bienveillante, ça va être extrêmement important et ça va aider les parents. Catherine Schmider, un dernier conseil? Alors, j'irais dans le même sens et je rajouterais, pour moi, nous sommes une génération de transition. Parce que tout s'apprend soit par imprégnation, soit en suivant des formations. Nous, on a appris par imprégnation cette forme de communication et on a appris en se formant la communication bienveillante. Mais nos enfants, s'ils sont éduqués comme ça, ils n'auront pas à l'apprendre. Et du coup, en une génération, on a un pouvoir énorme de changement de la société. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous pouvez retrouver d'autres vidéos, nos reportages en version plus longue sur notre plateforme. Et puis ne manquez pas non plus nos émissions précédentes sur la thématique de la laïcité et de la réussite des enfants. L'actualité du magazine Vie de Famille se poursuit également sur Internet, sur notre site, des articles tous les jours. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro.